Ok, alors pour la démonstration, je vais aller sur Internet, des gens qui ont déjà posé des questions, juste pour voir un petit peu. Donc là, je vous envoie le lien. Ok, alors très bonne question déjà d'Ekram qui dit je vais me connecter sur Insights. Est-ce que je me connecte avec le même compte du Web of Science ou bien je vais créer un autre compte? Très bonne question. Effectivement, si vous avez déjà accès au Web of Science, vous voyez, là, je suis déjà connecté en tant que Jamal ici avec mon identifiant et mon mot de passe. Donc, la première étape, c'est d'accéder au Web of Science et ensuite de créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, encore une fois, Insights, il n'y a pas un accès gratuit, mais pour la Tunisie et le Maroc, avec qui cette formation est faite en partenariat aujourd'hui, euh, vous avez accès à Insights. Donc, quand vous avez accès au Web of Science, vous créez votre compte. Vous utilisez le même identifiant et le même mot de passe et Insights va vous reconnaître comme étant quelqu'un qui a accès à Insights. Ok, alors il y a d'autres questions sur les indicateurs et je pense que je vais euh, je vais voir ça tout à l'heure. Il y a eu pas mal de questions déjà sur l'indice H. L'indice H tel qu'il faut le voir, je vais vous donner un exemple. Je pense que ça sera assez clair. Je vais commencer par ça, comme ça sera fait. Je cherche sur un auteur, d'accord? Et après, je fais l'administration sur Insights. OK. On peut le faire l'indice H pour une institution, pour un pays, pour une revue. Dès qu'on a un groupe de papier, en fait, on peut le faire pour une équipe. Donc là, je le fais pour un auteur. OK. Ce que je vais faire, dans le rapport de citation, on me dit que l'indice H, il est de 36. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 110 publications, OK, il y en a 36 qui ont été citées au moins 36 fois. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Voilà la liste des publications. Celle-ci a été citée 1589 fois, 581 fois. Donc, ça, c'est d'autres publications, vous voyez là. OK. Troisième publication, 392 citations, et ainsi de suite. Et on descend, on descend. Donc là, elles sont classées par nombre décroissant de citations. Si je vais dans la quatrième page, vous allez voir, on a vu son indice H, il est de 36. Et vous voyez la ligne bleue là. Donc là, les publications sont classées par ordre décroissant. La 34e publication la plus citée a été citée 45 fois. La 35e a été citée 44 fois. La 36e publication la plus citée a été citée 39 fois. Et la 37e, elle a été citée 36 fois. Pour que son indice H, c'est la ligne là. Donc son indice H, il est de 36. Ça veut dire qu'il a 36 publications qui ont été citées au moins 36 fois. Pour que son indice H devienne 37, c'est-à-dire que cette ligne passe ici, il faut que, alors, soit celle-ci, ou celle-ci, hein, peu importe, une 37e publication soit citée 37 fois, puisque celle-ci est déjà citée 39 fois. D'accord? Donc, c'est ça l'indice H. La formule, c'est mon indice H est de 5, ça veut dire que j'ai 5 publications. En vérité, j'en ai peut-être plus. J'ai plus de publications, mais j'ai 5 publications qui ont été citées au moins 5 fois. Peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois. Donc, c'est ça l'indice H. OK? Alors, il semblerait que les gens utilisent beaucoup l'indice H parce que voilà, il est assez facile d'utilisation. Mais c'est un indice, c'est un indicateur qui a beaucoup de problèmes parce que vous l'avez vu ici, ce chercheur-là que j'ai utilisé, que j'ai analysé là, il a 15 ans d'expérience. Donc, quelqu'un qui travaille dans le même domaine qui a commencé l'année dernière, bah déjà, il n'a pas 100 publications. Donc, cet indicateur dépend beaucoup de la taille, c'est-à-dire du nombre de publications que vous avez à votre nom. D'accord? Et donc, ce que je dis, c'est que cet indicateur-là, je ne vais pas utiliser cet indicateur-là pour comparer deux chercheurs qui ont des niveaux d'expérience différents. Quelqu'un qui a été chercheur pendant 15 ans, forcément, aura eu plus de temps pour publier. Je ne vais pas le comparer avec un doctorant, par exemple, parce ils ont pas le même niveau d'expérience. OK? Par contre, par exemple, un étudiant, un doctorant ou un postdoc, quelqu'un qui a 3, 4 ans d'expérience en recherche, je vais comparer avec quelqu'un qui a plus ou moins le même niveau de recherche. OK? Niveau de recherche en termes d'expérience, en termes de carrière. OK? Ok, alors maintenant que j'ai expliqué ça, et c'est un très bon exemple pour remettre les choses dans le contexte, parce que l'indice H, c'est un très bon exemple d'indicateur qui dépend de la taille d'analyse, c'est-à-dire du nombre de publications. Alors encore une fois, pour l'accès, on accède d'abord au Web of Science. Si vous avez accès, ensuite vous créez votre compte et vous vous connectez à Insights avec le même identifiant.
Alors, pour ceux qui ont déjà assisté aux formations l'an dernier, enfin jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Insights, ça c'est le nouvel aspect d'Insights. Insights, vous vous rappelez, à l'époque était différent. Les données sont toujours les mêmes et les fonctionnalités sont les mêmes. C'est juste que l'expérience est légèrement différente. Donc Insights, si je commence dans Insights, voilà, la page d'accueil. La page d'accueil d'Insights, il y a trois grandes fonctionnalités. Il y a l'analyse, c'est-à-dire que je vais me lancer directement sur une question précise et je vais, comme on dit ici, creuser et essayer d'analyser les données. J'ai une question précise, comme tout à l'heure, je disais, je veux analyser la collaboration entre telle université et telle autre université, ou je veux m'intéresser à ce que fait l'industrie dans tel domaine de recherche en 2015. J'ai des questions précises comme ça que je veux essayer auxquelles je veux essayer d'apporter des éléments de réponse. Ensuite, il y a la partie rapport. C'est une fois qu'on a fait la partie analyse, je veux sauvegarder mes travaux d'analyse, donc mes résultats, sous forme graphique par exemple, et je vais me construire un rapport, une espèce de tableau de bord où je vais avoir mes différentes analyses et ce tableau de bord va se mettre à jour une fois par mois. Ensuite, il y a la partie organisation, c'est quand vous avez plusieurs questions auxquelles vous essayez d'apporter des éléments de réponse, ou même vos données, je veux essayer de les organiser un peu comme ce qu'on fait avec nos mails ou nos références. Je veux analyser, je sais pas moi, la question du Covid-19. Je veux analyser les sujets de recherche et je veux analyser le financement. Ensuite, dans le Covid-19, je veux aussi analyser les principaux acteurs, c'est-à-dire quels sont les principaux chercheurs, les principaux centres de recherche. Ensuite, je vais regarder les industries, quelles sont les entreprises qui travaillent sur le sujet. Donc là, je vais avoir un dossier Covid-19 et je vais avoir mes données, mes rapports liés. Donc, je vais organiser ça par rapport aux analyses que j'effectue. Alors, pour l'analyse, j'aime bien commencer par l'analyse. Ensuite, je vous expliquerai les autres fonctionnalités. Je peux commencer par faire une analyse. Et la différence avec l'interface précédente, c'est que là, on vous dit tout de suite, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez analyser les chercheurs, les institutions? Vous vous intéressez à ce qu'on appelle locations. En gros, c'est les pays, c'est les États, c'est les régions. Je peux regarder l'Europe des 15, des 27, ou je peux regarder un des États, par exemple aux États-Unis, ou un État fédéral en Allemagne. Donc, je vais avoir l'analyse géographique. Ok. Je peux m'intéresser au domaine de recherche. Je peux m'intéresser aux revues, aux livres et aux conférences, c'est-à-dire dans tel domaine, quelles sont les revues qui performent le mieux, par exemple, quelles sont les revues qui ont le plus d'influence. En termes de financement, une question très rapide que tous les ministères font, c'est d'où vient le financement, c'est-à-dire par rapport aux publications, les chercheurs, quand ils écrivent et publient un papier, ils vont remercier l'agence de financement qui a contribué au financement des travaux de recherche. Moi, si par exemple je travaille au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou n'importe quel pays de la région, n'importe quel pays dans le monde, je vais regarder quels sont les financements. De la même façon, si je suis une agence de financement, je vais m'intéresser à quel est l'impact des travaux qu'on a financés. Imaginez, vous êtes dans la peau de quelqu'un qui travaille dans l'administration du CNRST, par exemple. OK? Ben, on veut s'intéresser à, OK, quels sont les travaux de recherche qui mentionnent notre agence de financement et quel est l'impact qu'on a. Et on va comparer ça avec une agence de financement de taille similaire d'un autre pays, par exemple. Donc, encore une fois, l'analyse va dépendre de ce que vous voulez faire. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans la nouvelle interface, c'est que on vous propose déjà des questions. Okay. Quels sont les chercheurs les plus cités dans un domaine de recherche, dans une institution précise? D'accord? Donc là, on peut commencer, si je m'intéresse à l'Université Tunis Al-Manar, en mathématiques, quels sont les chercheurs les plus cités dans cette institution? Si je prends l'Université Qadi Ayad, à Marrakech, par exemple, quels sont les chercheurs les plus influents en biochimie? OK? Donc, on a ce type de questions auxquelles on peut avoir des éléments de réponse très, très rapides. Alors, ça, j'ai envie de dire que le travail, il a déjà été mâché. L'analyse, elle a déjà été faite. Mais on peut faire nous-mêmes notre analyse. Donc, je peux commencer et faire et arriver, aboutir au même résultat. C'est juste que là, la requête, elle a déjà été faite.
Donc, vous avez compris, encore une fois, Insights utilise les données du Web of Science, c'est-à-dire qu'il va utiliser les publications, toutes les informations qui sont dans les publications de 1980 à aujourd'hui. OK. Il y a une question aussi, ça c'est une question assez basique. Quels sont les domaines de recherche d'une institution en particulier? Là, on n'a même pas besoin de demander au président ou au doyen. Il suffit d'aller dans Insights et là, on peut faire une analyse. Je sais pas moi, l'université de Sfax ou l'université Mohamed Khamis, par exemple, à Arbat. Voilà les principaux domaines de recherche. OK. Voilà, quelles sont les institutions qui sont les plus performantes. Donc, on a plein de cas de figure, OK, qui sont déjà ici prêts à l'emploi. Il suffit de cliquer puis d'analyser. OK. Je vais commencer par ce que je vais faire. Je vais commencer par un exemple ici. Donc, ce que j'ai fait, je vais le faire comme ça sera facile. D'ailleurs, au passage, au niveau de l'aide ici, vous avez des sections intéressantes par rapport à comment effectuer les analyses, comment établir un rapport, comment organiser les analyses, les indicateurs, ce que je disais tout à l'heure, que veut dire chaque indicateur. OK, donc vous allez avoir des définitions, un indice H, OK, qu'est-ce que ça veut dire, et ainsi de suite. Voilà, donc là, vous avez un exemple. Donc, toujours intéressant d'aller dans l'aide. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai été déconnecté dans le Web of Science, donc je me suis reconnecté. Et là, si je clique sur Insights, il va me reconnaître comme étant un utilisateur du Insights, parce que je suis un utilisateur du Web of Science qui a aussi accès à Insights. Donc là, vous voyez, là, je suis pas encore connecté, mais il va me connecter avec le même identifiant et mot de passe. Donc, encore une fois, Web of Science, vous accédez au Web of Science, vous créez un compte, et si donc l'institution à laquelle vous êtes rattaché, donc pour le Maroc et la Tunisie, c'est le cas, vous avez accès aussi à Insights, vous créez d'abord un compte Web of Science, ensuite vous allez dans Insights et vous vous connectez avec le même identifiant et le même mot de passe. Donc je vais commencer une analyse. Alors soit j'utilise ce travail qui a déjà été mâché. Ce que je vais faire, je vais m'intéresser aux locations. Je vais comparer très rapidement les pays. Alors, ma dernière analyse, c'était ça. Ce que je vais refaire. Très facile, hein, très facile d'utilisation. Donc là, ce que me dit Insights, donc là, il est en train de charger les données. Donc là, il est en train de charger toutes les données de toute la planète. Voilà le nombre de publications avec au moins un chercheur basé aux États-Unis de 1980 à 2019. OK. Ensuite, la Chine, le Royaume-Uni, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on est à 18 millions, après à peu près 5 millions, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, si vous faites une analyse au niveau des pays, donc là, on pourrait descendre, hein, et voir plus de classements au niveau des pays par nombre de publications. Mais là, on le sait, les pays ont des histoires différentes, des capacités différentes, nombre d'habitants, de populations, de chercheurs différents. Ce qui ferait plus sens, c'est de comparer des pays qui ont plus ou moins la même taille ou la même histoire. Là, ce que font beaucoup de pays, c'est qu'on va, et de la même façon pour les institutions, on va essayer de se comparer à des pays qu'on sait, soit qui sont de taille similaire, ou qui sont des pays qu'on essaye de suivre en termes de stratégie de recherche. Donc là, je peux prendre par exemple les pays du Maghreb, par exemple. Je peux faire ça, et puis pareil pour les pays d'Afrique, on peut faire ça si on veut. Je fais Tunisie, ensuite je peux faire Algérie, ok. Je peux faire Kenya, j'aime bien prendre Kenya. Alors on pourrait prendre Afrique du Sud, bien sûr, mais je sais déjà qu'ils sont sur une autre échelle. On peut prendre, bien sûr, l'Égypte, ok, et on peut prendre Nigeria. On va s'arrêter là. Vous avez compris le concept? Donc à chaque fois que je rajoute un pays, Insights me donne sous la forme d'un tableau, ici, mes indicateurs. OK? Donc là, je peux limiter, on va dire, de 2010, on va dire 2000, OK? Les 20 dernières années. Mais quand je dis 20 dernières années, c'est 20 années ou 20 années complètes.
Donc, OK. Là, je peux passer à 2000. Et là, j'ai un classement rapide des pays par production. Donc ça, c'est le nombre de publications dans le Web of Science. Donc là, on a un classement rapide. Afrique du Sud, ensuite Égypte, Tunisie, Nigeria, Algérie et Maroc. Je peux aller, par exemple, sur le Maroc ici, je peux avoir un détail des publications. Et comme j'ai accès au Web of Science, ça c'est intéressant, je peux le faire. Je peux toujours repartir au niveau de la publication. Donc là, si je clique ici, ça va me ramener la publication qui est l'élément de base d'analyse dans Insights. Et ça, encore une fois, c'est une publication qui est indexée dans le Web of Science. Donc là, on le sait, il y a au moins un auteur, parce que c'est mon analyse, il y a au moins un auteur qui est basé au Maroc. Donc, plusieurs auteurs en France et au moins un auteur au Maroc, ici, à Tétouan, à l'université Malek Saadi. D'accord? Donc là, je peux repartir au niveau de base, qui est toujours l'élément de base, c'est la publication. OK? Donc, ensuite, en plus de ça, vous avez compris tout à l'heure, j'ai des indicateurs, nombre de publications, nombre de citations. Je peux faire un classement ici. C'est intéressant, si je clique sur pourcentage de documents cités, du coup, le Kenya passe numéro 1. C'est-à-dire qu'ils publient moins, mais plus de 3/4 de leurs publications reçoivent au moins une citation. D'accord? Et là, on peut dire, pour le Maroc, là, du coup, c'est à peu près 2/3. OK? Après, on a plein d'indicateurs. Hein. Ici, par exemple, Category Normalized Citation Impact, c'est un indicateur de qualité. Et là, on voit du coup, Kenya est numéro 1 avec 1,4. Si je clique sur le nom, donc ça me fait le classement. OK? Et si je fais je clique sur les 3 points là, je vais avoir plus d'informations sur cet indicateur. Encore une fois, il y a plein d'indicateurs. Ce qu'on fait en fait, et cet indicateur-là, il est assez puissant parce que vous allez avoir, donc si je fais, en fait, ce qu'on fait, c'est que, donc là du coup, on voit, il y a 2 pays qui sont en tête, 1,4, 1,12. Le niveau mondial, la moyenne mondiale, elle est de 1. Alors, comment on interprète cet indicateur? Qu'est-ce que ça veut dire Category Normalized Citation Impact? C'est assez simple. On prend une publication, OK? Je prends cette publication-là, d'accord? Cette publication-là, c'est une publication qui est dans le domaine, donc là on le voit, c'est les effets biologiques des huiles essentielles et c'est une review, c'est pas un article, c'est une synthèse bibliographique, d'accord? C'est une revue de la littérature. Et elle a été publiée en 2008. Ce qu'on fait pour calculer cet indicateur, on va prendre les publications du même type, c'est-à-dire les articles avec les articles, les reviews avec les reviews, les book chapters, les chapitres de livres et ainsi de suite. Donc, on va les classer par type de document, par année de publication et ensuite par domaine. Et on va regarder, par exemple, pour cette publication qui se trouve être une publication en Food, Science and Technology. Donc, ça parle de la technologie qui est relative aux sciences de la nutrition. On va regarder les reviews de 2008 et on va regarder en moyenne combien de fois ces publications du même domaine ont été citées en moyenne. Et je vais vous le montrer, c'est très simple. Et on a ces indicateurs. Donc, elle était là tout à l'heure. Vous vous rappelez, je l'ai pris parce que c'était un chercheur qui était basé au Maroc. Voilà. Elle est là. Donc, cette publication, c'est une review qui a été publiée en 2008 en Food and Chemical Toxicology. 2008. Elle a été citée 3230 fois. Dans la même catégorie, les publications du même type sont citées en moyenne 79 fois. Si on prend toutes les reviews de Food Science Technology en 2008, c'est-à-dire le même type de document, le même domaine et la même année de publication, et on fait une moyenne, ces publications-là du même type, du même sujet et de la même année sont citées en moyenne 79 fois. Celle-ci a été citée 3230 fois. Donc vous avez compris que cette publication-là, comparée, encore une fois, le même contexte, comparée aux publications du même type, elle a eu ce qu'on appelle un Category Normalized Citation Impact de 40. Il est de 40. C'est-à-dire que cette publication-là, elle a été 40 fois plus influente que la moyenne mondiale. Donc, on est reçu beaucoup plus d'influence que les publications du même type. Quand on cumule tous ces indicateurs, c'est-à-dire on fait 21 plus 40 plus 171 et on divise par le nombre de publications,
on arrive pour le Maroc à un Category Nominal Citation Impact de 0,78. Ce qui veut dire que, donc vous avez compris, la moyenne mondiale divisée par la moyenne mondiale est de 1. Ce qui veut dire que statistiquement, sur les 20 dernières années, ces 47 000 publications sont, alors on fait le calcul, 22% moins influentes que la moyenne mondiale. Donc le benchmark, la moyenne, il est de 1. Et parmi ces pays que j'ai choisis, il n'y en a que 2 qui sont au-dessus de la moyenne mondiale, c'est le Kenya et l'Afrique du Sud. Et on pourrait s'intéresser, comment ça se fait que le Kenya, qui pourtant publie beaucoup moins que les autres pays, statistiquement, ils sont plus influents, 40% plus influents que la moyenne mondiale. Donc ça, c'est très intéressant et on va regarder. Et ça fera le sujet de la prochaine formation sur Journal Citation Reports. On se rend compte que quasiment la moitié de leurs publications sont dans les revues Q1. C'est-à-dire que ce sont, si on prend la moitié de 32 000, donc on est à peu près 16 000 publications, la moitié de leurs publications sont dans les revues Q1, c'est-à-dire très influentes dans leur discipline. Quand on compare avec le Maroc, c'est à peu près un tiers, la Tunisie un tiers, l'Algérie à peu près un quart. D'accord? Donc j'ai envie de dire les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, c'est assez distribué, c'est-à-dire que quand on regarde les publications, il y a un bon tiers ou un bon quart dans les revues Q1, ensuite Q2, Q3 et Q4. On en a parlé la semaine dernière quand on a parlé de EndNote Online. Quand on a parlé de la suggestion des revues, on avait des indicateurs de performance ou d'influence. Donc là, on le voit, il semblerait que les chercheurs basés au Kenya, la moitié de leurs publications sont dans les revues très influentes. OK? Ok, alors là, j'ai fait donc là, je vois ça de manière... donc là, j'ai un tableau. Je peux télécharger ça et faire ma propre analyse dans Excel si je veux. Je vais avoir ce tableau-là sous forme Excel. Donc là, j'ai téléchargé ces données. Je peux visualiser. Il y a plusieurs façons de visualiser. Hein. Donc là, vous avez vu, bon, on sait où ils sont, ces pays. Hein. On les connaît. On peut changer de visualisation. Par exemple, je peux voir la tendance. OK? Et si je vois la tendance, je vais voir des choses assez intéressantes. Donc là, c'est toujours intéressant. On voit comment ça se fait. J'avais plus de pays et là, j'en ai que 3. Donc là, il faut que je change et je vais mettre... Donc là, j'ai ma tendance. Et là, je vois des choses assez intéressantes. Bon, ça grimpe pour tout le monde. Mais on voit que, par exemple, le taux de croissance pour l'Afrique du Sud et l'Égypte, il est similaire. C'est la même pente. OK? C'est juste qu'il y a eu un petit retard. Ici, il y a un décollement à partir de 2003, alors que pour l'Égypte, c'est un peu plus tard. C'est 2005, 2006. OK? Et je peux focaliser, je peux me dire, du coup, comme eux, ils sont sur une autre échelle, je vais les exclure parce que il semblerait que l'Égypte et l'Afrique du Sud, puis la population aussi qui joue. On sait que Nigeria, l'Égypte sont beaucoup plus nombreux. OK? Et là, je peux voir des choses qui sont assez intéressantes. Donc, la courbe en bleu foncé, c'est le Maroc. OK? Qui est maintenant 3e en termes de productivité, ou de production par année, à peu près 5000 publications par an indexées dans le Web of Science en 2019, quand la Tunisie est à 7000. D'accord? Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le Maroc était numéro 1 en termes de production en 2000, dans les années 2000, 1208 publications indexées dans le Web of Science, quand la Tunisie en avait 719. Ouais, 719. Donc la Tunisie, en termes de production, a multiplié par 10 la production en 20 ans. Et le Maroc est passé de 1200 à 5000. Donc à peu près 4 fois 4, 1200 fois 4. Voilà. Ici, il y a une multiplication par 10 du niveau de production. Ici, par 4. D'accord? Donc ça, c'est le nombre. D'accord? Encore une fois, ça, c'est le nombre de publications. Encore une fois, indexées dans le Web of Science. Il se peut qu'on publie plus que ça, mais du coup, on n'a pas la visibilité sur ces publications parce qu'elles ne sont pas indexées, elles sont pas publiées dans les revues indexées Web of Science. OK? Donc là, pour l'Algérie, 6000 et intéressant, 4e sur ces 4 pays, maintenant 2e. Donc, on est passé de 500 à 6000, donc fois 12 à peu près, multiplication par 12. Ok, alors encore une fois, je peux exporter ça, d'accord?
Je peux exporter ça en termes d'image graphique et je peux le rajouter à mon rapport. Donc ça, si je trouve que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, je peux mettre Maghreb plus Kenya, Productivity Trend, et c'est 2000 à 2019. Ok, je peux le rajouter soit dans mes dossiers, soit dans mon dashboard. Je peux rajouter un nouveau dossier. Je vais l'appeler Insights Training. Ok. Et dans mon dossier, par exemple ici, je vais créer un rapport que je vais appeler mon premier rapport. Ok. Et donc là, du coup, je garde les choses un peu organisées. Dans mes dossiers, j'ai créé un dossier Insights Training et j'ai un rapport et je vais sauvegarder ce graphique qui va se mettre à jour, encore une fois, à chaque fois qu'Insights se met à jour. Donc là, vous avez compris, c'est l'analyse que je fais au niveau du pays. Après, il y a une autre analyse que je vais faire, c'est je veux analyser un sujet particulier. Tout à l'heure, là, j'étais en train de filtrer sur tout ce qui touche aux mathématiques, mais c'est tout le domaine du coup, et pas le sujet sur lequel je travaille. Par exemple, si je m'intéresse au cloud computing, c'était un sujet que un étudiant m'avait donné, et je fais une recherche dans le Web of Science, et je veux analyser les travaux de recherche qui portent sur le cloud computing. Je peux exporter ces 46 000 publications vers Insights. Donc, je vais me créer ce qu'on appelle un dataset, un ensemble de données, ok, avec la date d'aujourd'hui, 11 novembre 2020, et puis il est 13 heures ici à Dubaï, avec l'heure et la date du jour. Et je vais créer cet ensemble de données que je vais ensuite analyser dans Insights. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait des travaux de recherche, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans son domaine de recherche. Sur le sujet de recherche, je veux avoir l'information sur qui, c'est-à-dire quelle institution, quel pays, quel chercheur, quelle revue, quel type de financement, quel type de collaboration et ainsi de suite. Si je vais dans Organize ici, c'est là où j'ai mes projets et mes dossiers. Vous allez retrouver ce que j'ai créé tout à l'heure, Insights Training November 2020, avec My First Report, qui a été créé aujourd'hui avec le graphique. D'accord? Maghreb plus Kenya, tendance de productivité entre 2000 et 2019. Ok? Je peux le déplacer, repartir pour voir les données, le partager et ainsi de suite. Là, je peux partager ce rapport avec mes collègues et ainsi de suite. D'accord? Ce que moi, je vous conseille, même en tant que doctorant, avant de vous lancer à fond tête baissée sur travaux de recherche, c'est de faire une analyse du terrain, de savoir, de connaître un petit peu son domaine. Être expert dans le domaine, c'est pas que la partie technique, c'est aussi avoir une connaissance du sujet dans son ensemble. Et donc là, on voit Cloud Computing, 11 novembre 2020. Je l'ai créé aujourd'hui. Je vais cliquer dessus. Et quand je clique dessus, du coup, ce que fait Insights, c'est que le dataset que je suis en train d'analyser, ça sera les 46 000 publications ici. D'accord? Par défaut, vous êtes sur le Insights Dataset. Donc là, vous voyez, j'ai fait d'autres analyses, Covid-19, Green Logistics, Cyberspace et ainsi de suite. D'accord? Donc là, je suis sur l'analyse des revues qui concerne ce sujet de recherche. Donc là, on voit, il semblerait très rapidement, quand on se pose la question, j'ai travaillé dur sur le cloud computing, je me pose la question, quelles sont les revues indexées qui pourraient coller à mes travaux de recherche? Donc là, on voit IEEE Access, c'est la revue qui a le plus publié de documents, de papiers, sur le sujet du cloud computing, et ainsi de suite. Donc là, j'ai la liste des revues. Je peux rajouter des indicateurs. Donc là, on a le quartile, par exemple. Je vais le rajouter. Et là, je veux voir. Alors, on va avoir, par exemple, aussi le facteur d'impact, si je veux. Je peux le rajouter. Il est là. J'en donne impact factor. Add. Donc là, je le rajoute dans mon tableau. Et là, je vois, ça, c'est les revues Q1. Voilà le facteur d'impact, etc. Donc là, je vois tout de suite, déjà, même moi, en tant que lecteur, quelles sont les revues auxquelles je devrais m'intéresser pour lire les derniers travaux de recherche
qui parle du cloud computing. Après, il y a la question, voilà, si je veux voir la liste ici, 602, je veux avoir accès et analyser ces publications. Donc là, ces personnes-là, ils ont fait un sondage sur des réseaux. Je clique de nouveau sur la publication et ça va me rediriger vers Web of Science pour une analyse. Et là, du coup, j'ai l'analyse je peux voir rapidement les auteurs, le résumé et ainsi de suite. D'accord? J'ai l'adresse mail si je veux collaborer avec eux. J'ai les adresses mail des auteurs et ainsi de suite. D'accord? Quand je repars sur Insights, encore une fois, je peux visualiser ça. Quand je veux voir donc là, on voit, intéressant, des revues qui, il y a quelques années, publiaient très, très peu. Et là, on voit, IEEE Access, depuis 2017, semblerait qu'il se soit beaucoup intéressé au cloud computing. Et de la même façon pour cluster computing, là, la courbe en bleu foncé, bleu marine, on a des analyses assez intéressantes. D'accord? Du coup, là, moi, je veux changer d'analyse. Je veux m'intéresser aux institutions, OK, qui ont travaillé sur le cloud computing. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, et même quand on cherche des collaborateurs ou des gens avec qui on peut éventuellement travailler, donc on voit que l'Académie des sciences en Chine, on voit là beaucoup d'universités en Chine, ensuite en Inde, ensuite la France, les États-Unis, qui travaillent beaucoup sur le cloud computing. D'accord? Donc là, de nouveau, je peux repartir sur les publications. OK. Je peux m'intéresser, donc ça, c'est sur les 5 dernières années complètes, de 2015 à 2019, 2020 n'étant pas terminé, on a 5 années complètes. OK. Il y a le type d'institution. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on veut s'intéresser à ce que fait l'industrie en termes de cloud computing. Alors, peu importe le domaine, là, c'est cloud computing, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être de la pétrochimie, peu importe. Moi, je m'intéresse à ce que fait l'industrie. C'est pas tout le monde. Je veux voir, par exemple, là, on voit IBM, donc IBM, Microsoft, Huawei, etc., Ericsson, Intel. Et là, je peux m'intéresser aux publications. Et là, on voit ici, là, que ce sont des institutions qui sont très influentes. Toutes au-dessus de 1. Les 7 premières, là, on a Google, Nokia, etc. Au-dessus de la moyenne. Donc là, on pourrait dire Google, par exemple, publie moins que IBM, mais quand Google travaille sur le cloud computing, ils sont 4 fois plus influents, 3 et quelques plus influents que IBM. Fujitsu, beaucoup moins influent que la moyenne mondiale. Donc là, je peux aller tricher un petit peu. Si mon rêve, c'est de travailler chez Google en cloud computing, je vais aller voir déjà ici, Google Earth Engine, donc, du cloud computing sur quand il s'agit de Google Earth. Donc là, on a une collaboration. On sait qu'il y a au moins quelqu'un qui travaille pour Google ici. Et c'est une collaboration entre Google en Suisse et Google aux États-Unis. Et on a l'adresse mail du premier, Noël Gorelik, là. Si moi, je travaille sur le ou cloud computing, je travaille sur Google Earth Engine, voilà, je peux éventuellement approcher cette personne. Et ainsi de suite. Et là, comme je suis dans Web of Science, je peux aller voir. Il semblerait que cette personne-là soit active, continue à faire de la recherche, tout en étant employé de Google. Et je vais avoir ici la liste. La liste, donc il était en Suisse, Université de Zurich. Il y a encore. Et donc là, j'ai ces 18 publications. On voit l'indice H, comme on disait tout à l'heure. Et voilà. OK. Donc là, ils font de la cartographie. Je peux aller voir la deuxième publication. Donc là, il semblerait que ce soit une autre équipe. D'accord. Tout ce qui est IoT, on a les auteurs. Encore une fois, j'ai par exemple les mots-clés, les adresses mail. Et donc là, j'ai la liste des auteurs. OK. Et c'est comme ça qu'on peut se positionner en tant qu'expert, c'est d'essayer de voir ce que fait par exemple l'industrie. Si votre rêve, c'est de faire de la recherche appliquée dans une industrie, ou même potentiellement, je l'ai vu moi par exemple dans la région, il y a des chercheurs de la région qui vont approcher
les grandes entreprises et qui vont dire, voilà, on a une équipe sur place, on a besoin de projets et aussi de financement. Et on le voit, il y a des entreprises, souvent locales, qui vont travailler avec les chercheurs du monde de l'académie, c'est-à-dire monde académique de l'université, et on va travailler sur des collaborations. OK?